qui fait à la fois la force du Bitcoin, et on l'a vu depuis maintenant 10 ans, ce qui fait aussi son intérêt pour les places institutionnelles qui massivement investissent dans le Bitcoin, c'est le fait que il est à la fois sécurisé, donc personne ne pourra vous empêcher finalement de de trader vos bitcoins si c'est par le biais de DeFi ou tout simplement de les conserver chez vous. Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Quelle place pour Bitcoin dans la prochaine crise économique. Cette série a un fil rouge qu'il est préférable de suivre. Si vous tombez sur cet épisode, je vous conseille d'arrêter la lecture de celui-ci et de retourner sur les deux premiers de la série. Quand on parle de l'avenir du Bitcoin en ce moment, on pense assez rapidement à la régulation. Jusqu'ici, on a vu les fondamentaux du Bitcoin qui lui donnent une place de choix dans le paysage de demain, et on a fait un focus économique avec Anis Lajnef. Mais qu'en est-il de la régulation ? Si demain Bitcoin est interdit par les gouvernements car il devient trop gros et qu'il fait peur, restera-t-il longtemps dans le paysage ? Et d'ailleurs, est-ce que cela peut arriver ? C'est ce que nous verrons dans cet épisode avec le député Pierre Persson, responsable de la commission des crypto-monnaies à l'Assemblée nationale. Petit disclaimer concernant cet épisode, l'échange entre Pierre Persson et moi a été enregistré la veille de l'ordonnance de Bruno Le Maire concernant les cryptos début décembre dernier. Voilà pourquoi nous n'en parlons pas dans cet épisode, même si le sujet de la régulation y est largement abordé. Bonne vidéo. Pierre Persson, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette série Quelle place pour Bitcoin dans la prochaine crise économique ? Avec toi, on va parler régulation. Tu es responsable de la commission crypto-monnaie à l'Assemblée nationale, habitué des médias crypto sur ce sujet. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît ? Alors en effet, je suis Pierre Persson, je suis député du 11e et du 20e arrondissement de Paris. Je vais avoir 32 ans. Et je suis ce qu'on appelle communément dans le jargon du métier politique un crypto-député dans la mesure où je travaille sur ces sujets et je défends allègrement à la fois la techno mais aussi la communauté crypto. Pour faire un petit flashback historique, comment et quand as-tu découvert l'univers des crypto-monnaies ? De manière assez précoce par rapport à l'écosystème. Je crois que c'était en 2013 où j'ai dû acheter mes premiers bitcoins. D'ailleurs, je ne les ai pas gardés. En tout cas pas suffisamment longtemps. Et puis, même si je suis plutôt un holder pour les fans de la stratégie, mais en l'occurrence, je me suis surtout intéressé à la techno qui était derrière. Je travaillais dans un cabinet de conseil en système d'information. J'étais assez attentif à la technologie en tant que telle, blockchain, et la promesse qu'elle pouvait permettre. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le jeu de cet environnement, parce que c'était ses premiers balbutiements à l'époque. J'ai essayé de convertir mes amis. Et puis, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, c'est là où je me suis dit qu'il était opportun en fait qu'on travaille là-dessus, parce qu'il y avait eu un rapport qui était rendu par des sénateurs en 2015, et en 2 ans, de toute façon, l'écosystème avait muté très largement, et il fallait donc s'interroger sur à la fois les risques et les opportunités, mais comment, de toute façon, on s'assure pour que l'écosystème puisse se développer de manière sainement. C'est toi qui as ramené cette réflexion autour de la crypto-monnaie dans l'hémicycle ou elle s'est imposée à toi ? Ça serait ça serait à peu près, enfin, ça serait un peu immodeste de dire ça, parce que j'ai quelques-uns de mes collègues qui travaillent déjà sur ces sujets, qui travaillent sur l'angle des nouvelles technologies, qui donc étaient attirés par la blockchain. Mais c'est vrai que mon élection est intervenue en 2017. Le boom des crypto-monnaies a eu lieu finalement fin 2017, et tous les médias un peu mainstream sont intéressés à la chose. Et c'est là où certains politiques, comme tous nos concitoyens, en fait, se sont dit il y a un sujet, non pas en termes de régulation pour interdire, mais il y a juste un sujet parce que ça prend de l'importance, il y a des capitaux qui sont injectés là-dedans, et donc il faut s'y intéresser. Et oui, j'ai fait la demande auprès de mes pairs pour pouvoir ouvrir une mission d'information qui est donc à traiter des crypto-monnaies, qui a été ensuite intitulée Cryptoactifs. Et puis j'ai d'autres collègues, notamment Madame Delaraudière, qui s'est intéressée à la technologie blockchain au sein d'une autre commission. C'était quoi ton quotidien à cette époque ? Je crois que tu avais réuni près de 200 intervenants pour les sonder autour de la problématique de la régulation, c'est ça ? Mais en fait, j'ai vu tout le monde en 2017. J'ai vu à la fois
les médias spécialisés, j'ai vu des chercheurs, j'ai vu des entrepreneurs, j'ai vu même simplement des gens qui avaient investi dans le Bitcoin très tôt et qui d'ailleurs n'en faisaient pas grand-chose, qui n'avaient pas vocation à ensuite transformer ces capitaux pour créer une boîte ou lancer une ICO. Donc, j'ai vu beaucoup de monde et ça m'a permis d'avoir pleine exhaustivité du sujet. Ensuite, après, je les ai réunis, en tout cas tous ceux qui avaient souhaité participer à la réflexion. Et c'est là qu'ensemble, dans une logique un peu participative, on a travaillé pendant une journée après toutes les auditions pour proposer un cadre légal à l'administration. Parce que moi, je suis parlementaire, donc il y a d'autres pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir administratif. Et dans ce cadre-là, on a réuni les autorités de surveillance, que sont la CPR, l'AMF, aussi la Banque de France, et puis des acteurs économiques. C'était d'ailleurs assez novateur à l'époque parce que ces autorités de supervision, ces superviseurs, comme on dit, qui sont des autorités administratives indépendantes pour la plupart, elles n'ont pas l'habitude finalement de collaborer à l'élaboration des textes et puis surtout de fréquenter directement l'entrepreneur qui veut monter sa boîte. Et donc, la méthode a permis en 2017, tout du moins, parce que je pense qu'on y reviendra, il y a des choses à changer, il y a des choses à faire évoluer actuellement, mais ça a permis d'aboutir sur un dispositif qui était plus clair pour les détenteurs de cryptoactifs, qui était plus clair pour les investisseurs, qui était plus clair pour les entrepreneurs. Et c'était l'un des premiers à l'époque modèles juridiques, dirais-je, qui était suffisamment exhaustif. Et aujourd'hui, quel est ton rôle vis-à-vis de cette mission ? Cette mission, c'était à la fois un one-shot et c'était pas un one-shot. C'est-à-dire que cette mission, elle est créée puis elle rend un rapport. Le rapport a permis ensuite, dans la loi qui est dite Pacte, qui a prévu tout l'ensemble fiscal, comptable et bancaire, ainsi que l'aspect réglementation auprès de l'AMF et de la CPR. Ça, c'était le premier volet. Ensuite, maintenant, il n'y a pas de mission d'information qui perdure. Pour autant, je fais mon travail de parlementaire, c'est-à-dire que je revois tous les interlocuteurs que j'ai vus pendant cette période et on continue à améliorer le droit existant et pas simplement la loi. On était encore en train de travailler sur les recommandations du GAFI. L'exécutif voulait durcir finalement le ton en termes de KYC après les attentats. Les parlementaires ont joué un rôle assez important pour s'assurer que les règles de KYC ne grèvent pas la compétitivité de la France et ne créent pas une usine à gaz supplémentaire. Donc, on est toujours dans ces discussions-là avec le Trésor, avec l'AMF. Donc, c'est un travail constant. On va revenir sur ce chapitre-là, mais avant cela, toi qui es à l'origine de la loi Pacte en partie et du PSAN, quid des stablecoins ? Pour rappel, tu me dis si je me trompe, mais normalement, les plus-values backées en stablecoin ne sont pas imposables aujourd'hui. Je crois savoir que Bercy a une cellule qui travaille activement sur la question. Alors, quelle place réserver l'Europe à ces stablecoins ? Tu l'as dit, c'est plutôt côté européen parce que la réglementation de 2007, elle n'a pas voulu réglementer l'intégralité finalement des tokens. Moi, j'ai pas voulu déjà que ce soit considéré comme une monnaie parce que les cryptoactifs, c'est autre chose qu'une monnaie, c'est bien plus complexe. Dans les cryptoactifs, il y a différentes sous-familles, dont les stablecoins. Mais en 2017, on s'est plutôt intéressé à la question des utility tokens qui, à travers les ICO, avaient démarré avec grand bruit. Donc, c'est plutôt l'angle utility que nous avons réglementé. Et puis reste d'ailleurs à travailler sur la question à la fois des stables, à la fois les STO, etc. Sur la question des stablecoins, c'est une bonne question parce que moi, je pense que c'est déjà pour l'écosystème, pour les règles fiscales, c'est une bonne chose d'avoir des stablecoins. La vraie question, au-delà même d'avoir des stablecoins privés, on s'est posé la question de Tether pendant 2017-2018 en sachant si véritablement l'adossement était le bon, s'il n'y avait pas un risque finalement que Tether n'ait pas les liquidités derrière adossées. Tout ça me fait dire qu'il est opportun que nos banques centrales aient finalement un crypto-asset fiat, dirais-je. Et c'est là où je pousse beaucoup avec notamment Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, pour qu'on ait un crypto-euro.
l'utilité d'un crypto-euro, c'est pas simplement de dire ouh là là, il y a le Bitcoin, etc. Il faudrait absolument avoir une devise numérique pour écraser le monde des cryptos. Je pense que le monde des cryptos est un monde qui est un monde privé. Et la sphère publique a tout intérêt, notamment dans la sphère crypto, à pouvoir faire des passerelles avec une monnaie fiat qui soit une monnaie qui corresponde d'un point de vue technologique à ce qui s'échange sur ces plateformes. Et donc, c'est opportun. Et puis, la deuxième objectif, parce que ça, c'est plutôt un objectif pour l'écosystème, je pense que ça servira à l'écosystème d'avoir un crypto-euro. À contrario, je pense que c'est opportun aussi qu'on puisse avoir un token en tout cas digitalisé, un euro digitalisé face notamment aux Chinois ou aux Américains, parce que là, il en va finalement de la souveraineté monétaire, à savoir que si sur une devise, vous avez des services qui sont associés, il est fort à parier que les gens utiliseront les services s'ils sont intéressants de cette devise. Et donc, il ne faut pas qu'on ait aujourd'hui une dévaluation de l'euro parce que, par exemple, nos concitoyens venaient à utiliser plus généralement du yen ou du dollar parce qu'il permettrait d'ouvrir de nouveaux services, notamment via des smart contracts. Et outre-Atlantique, comment tu vois l'évolution de Diem, le nouveau nom de la monnaie Libra de Facebook? Ce qui est intéressant, c'est de revenir à la promesse initiale de Libra et de ce que Libra a finalement fait. Libra, pour venir, est sorti en grande pompe. On s'est dit, oulala, en tant que régulateur et superviseur, on disait, oula, la promesse est gigantesque et le risque est maximal qu'un consortium d'entreprises, pas simplement Facebook, mais des grands GAFA qui avec leur masse de données, etc., leur pool d'utilisateurs, puissent squeezer finalement une partie de l'offre monétaire classique. Le régulateur d'ailleurs américain a été celui qui a été le plus protectionniste. Il faut regarder les auditions de Zuckerberg, etc. C'était d'ailleurs d'une violence, je trouve, dans l'approche. Moi, j'ai rencontré quelques-uns des promoteurs de Libra. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était le CEO à l'époque. Ça date maintenant d'il y a un an. À l'époque déjà, ça faisait 1 an et demi, je crois. Donc ça fait, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ça fait déjà plus un an et demi qu'ils ont annoncé qu'ils allaient lancer Libra. À l'époque déjà, ils avaient un peu switché de business model. On parlait plus de Calibra, qui était le portefeuille, moins de la monnaie, et on comprenait l'intérêt finalement qui était sous-jacent derrière tout ça, qui était de squeezer un système d'information monétaire classique, traditionnel, qui est un peu vétuste, qui est un peu lent et qui est surtout très coûteux du fait de la rente des crédits, des cartes de crédit ou des cartes de débit Mastercard, Visa, etc. Et donc j'ai pas la même approche avant qu'après, c'est-à-dire que je pense que Libra va développer son dispositif. Il le développera dans les règles de l'art, et notamment américaines, parce que il faut bien constater que c'est les Américains politiquement qui pèsent plus, d'ailleurs, parce que leurs entreprises sont sur leur territoire et donc ils peuvent leur imposer les règles qu'ils souhaitent, d'où la nécessité pour nous d'avoir aussi des licornes et des entreprises sur le territoire européen, parce que on a beau après se battre, on se bat plutôt contre des moulins à vent si on n'a pas les moyens de les réguler sur notre propre territoire. Donc, en l'occurrence, Libra, moi, ça ne m'inquiète pas. Après, il faut comprendre que la personne publique, la collectivité, l'État, il doit être fer de lance, c'est-à-dire qu'il doit être moteur de l'innovation et pas simplement pour des tiers extérieurs privés, mais pour lui-même. La monnaie, pour moi, c'est qu'un outil. Aujourd'hui, dans nos règles usuelles de ce qui fonde l'État et la puissance publique, c'est l'État qui finalement émet cette monnaie. La vraie question, c'est est-ce qu'elle ne doit pas faire évoluer son outil pour que son outil soit plus performant? On a vu la monnaie a revêtu plusieurs formes au fur et à mesure de l'histoire. Aujourd'hui, peut-être qu'elle va pouvoir prendre une nouvelle forme. À l'époque, vous aviez fait le choix avec la commission d'appeler crypto-monnaie crypto-actif. Pourquoi cette distinction? Crypto-monnaie, déjà, de mon point de vue, c'est un débat d'experts, mais pas au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'au début, beaucoup de mes interlocuteurs, c'est d'ailleurs plutôt des chercheurs ou des administratifs qui étaient tenants plutôt défenseurs des banques centrales, etc., avaient
avait une vision de ce qu'était la monnaie qui faisait que, bon, dès lors, le Bitcoin sortait de cette définition. À vrai dire, j'en ai rien eu à faire. C'est-à-dire que je pense que ce qui intéresse nos concitoyens, c'est pas de savoir si c'est une véritable monnaie parce que, selon la règle de l'art, elle rentre dans les 3 ou 4 caractéristiques de ce qu'est une monnaie selon finalement les précis d'économie. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était quelles étaient les opportunités. Et force est de constater que crypto-monnaie et blockchain sont interdépendants et que le développement du mécanisme, enfin, de la technologie blockchain, de tout ce qui sous-tend, a besoin aussi du fonctionnement des crypto-monnaies. Donc, il y avait besoin d'éclaircir le terme. Et pourquoi j'ai supprimé monnaie? Parce que je pense que cryptoactif est un terme qui est plus générique et qui revêt, à mon avis, beaucoup plus l'amplitude de ce que sont aujourd'hui les cryptoactifs entre utilities, securities, entre stablecoins, etc. Pour faire écho à la thématique de cette série, avec la loi Pacte et le PSAN, la France avait une certaine longueur d'avance par rapport à l'Europe sur ces sujets. Est-ce qu'avec toutes ces sorties de route, je pense notamment à la sortie de route du ministre de l'économie Bruno Le Maire sur le plateau de France 3, est-ce qu'on n'est pas en train de la perdre, cette avance ? Ouais, je pense que le politique devrait se rendre compte et peser ses mots. Mais c'est comme sur tous les sujets. Il y a des sujets extrêmement graves. Je ne dis pas que je ne mets pas sur le même terrain, mais il y a des sujets extrêmement graves sur lesquels le politique pèse parfois la moindre des syllabes. Et d'ailleurs, on l'accuse plutôt de faire de la langue de bois. En l'occurrence, sur ces sujets-là, sur les sujets notamment éco, sur des sujets qui sont très touchy, parce que c'est des écosystèmes qui sont balbutiants. La moindre parole qui est un peu stigmatisante, la moindre parole qui peut avoir finalement un impact politique extrêmement important. Et je pense que la parole de Bruno Le Maire a contribué à jeter un peu le trouble, alors que pendant 2 ou 3 ans, nous avons tout fait pour s'assurer que la France soit un leader je dirais Startup Nation. Moi, la Startup Nation et la Blockchain Nation, ça m'a toujours donné des boutons parce que globalement, on n'aura pas les moyens d'être aussi compétitif que d'autres États. Mais pour autant, on a une approche qui est une approche favorable à l'innovation, qui est une approche favorable à la technologie. Et donc, des propos politiques qui peuvent être un peu durs peuvent refroidir un nombreux investisseurs, à la fois des extérieurs qui se sont dit pendant quelque temps que la France avait un socle légal et que pour une fois, en plus de la crédibilité des projets français, mais que l'armature légale était suffisamment souple pour pouvoir investir, ça peut leur faire peur, qu'ils peuvent tout à fait se dire qu'aujourd'hui, la France a changé de pied. Bon, en l'occurrence, quand vous parlez avec Bruno Le Maire, ce n'est pas vraiment le cas, il a toujours conscience. Moi, j'ai rééchangé avec lui après l'émission de France 3. Je pense qu'il n'a pas changé d'avis sur la technologie. Mais je suis d'accord avec toi. Parfois, certains propos qui pourraient être très durs à l'emporte-pièce ont des conséquences économiques qui sont extrêmement importantes. J'en discutais d'ailleurs avec Asher l'autre jour. Il me disait que beaucoup d'acteurs du secteur avaient été très refroidis et faisaient déjà les démarches pour se poser la question de savoir s'ils ne devaient pas quitter le sol national. Récemment vu Bruno Le Maire qui souhaitait que l'Europe se mette à l'unisson dans la régulation de la blockchain. Ça veut dire quoi ? Déjà, c'est de se dire que l'Union européenne a quand même un train de retard sur tout ce qui est uniformisation. On le voit bien sur Internet, sur la régulation des GAFA. À chaque fois, on est obligé de souffrir parfois du dumping de certains États membres, tant sur les questions fiscales que sur les questions normatives, où certains sont mieux disants, d'autres moins disants, et parce qu'ils sont moins disants ou moins chers, ils collectent plus d'activités économiques. Donc, en fait, ça tire vers le bas, à mon avis, le socle de réglementation. Donc, l'enjeu au sein de l'Union européenne, sur la question notamment d'Internet, c'est de promouvoir un régime un peu plus unifié. Mais là, on est dans le cadre d'une technologie qui est balbutiante, en tout cas qui est née qui est née il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, au regard même de l'histoire de l'Union européenne. Et donc, on peut se dire que pour une fois, l'Union européenne va se saisir du dispositif et ne pas attendre que les États membres légifèrent pour imposer un cadre un peu global, un peu structurant. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais force est de constater que en fait, c'est les États membres qui ont été déjà confrontés à ça et ensuite qui ont poussé l'Union européenne à le faire. La petite victoire qui est la nôtre, pour une fois,
c'est de s'assurer que notre modèle, qui est le modèle donc français, qui était un modèle un peu souple, qui tend quand même à se durcir, on en parlait suite aux recommandations notamment du GAFI, soit un modèle qui soit pérennisé, en tout cas transposé à l'échelle de tous les États membres. Donc, en l'occurrence, Bruno Le Maire, il a raison. Il a raison parce que d'une part, nos acteurs économiques, nos agents économiques, ils en ont assez de se faire conseiller pour chercher finalement les différences entre les différents pays, de savoir s'il est plus facile d'ouvrir un compte en Allemagne ou pas, est-ce que la première année fiscale en Suisse est plus intéressante, mais après qu'est-ce que ça donne, etc. Enfin bon, tout ça fait que si on veut avoir un espace européen qui sache mieux se battre face à l'innovation chinoise ou américaine, il serait temps qu'on arrive un peu à se concerter parce que après, on peut être défavorable à ça, mais moi, je suis favorable à un espace économique à l'échelle de l'Union européenne. Est-ce que tu reçois beaucoup de coups de fil de lobbyistes dans le domaine de la crypto? Non. Déjà, peut-être un mot sur le lobbying. Moi, je ne trouve pas que le lobbying, ce soit un gros mot. Et comment dirais-je, je reçois finalement sur le secteur plein de lobbies. C'est-à-dire, en fait, des gens qui viennent m'expliquer leurs activités, qui essayent de me dire, bon, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'il faudrait changer ou alors, qu'est-ce qu'il faudrait créer parce qu'aujourd'hui, le cadre n'est pas existant. De mon point de vue, ils sont lobbies parce qu'en fait, ils ont un intérêt, ils sont confrontés à une réalité quotidienne. Après, ce que je constate, et c'est une bonne chose, c'est que la place parisienne, la place française, généralement, l'écosystème se structure avec des associations qui sont entendues par les pouvoirs publics, qui sont entendues par les superviseurs, par l'AMF. Et quand il y a un problème, ces associations, elles sont plutôt utiles. Et donc, oui, la question des lobbies, c'est dans un certain sens, je reçois des associations très souvent et je discute d'ailleurs avec eux et en partenariat, je travaille main dans les mains avec eux parce que ça n'aurait aucun intérêt pour moi de travailler dans mon bureau seul en me disant, tiens, qu'est-ce que pense le secteur économique que je suis censé en fait aider. Et donc, en l'occurrence, oui, depuis maintenant 3 ans, je trouve que le secteur s'est plus structuré et il s'est structuré de manière à ce que, en plus, ce que j'aime bien, c'est que comme c'est un petit secteur, je veux dire, c'est pas des gros lobbies ou c'est pas des lobbies de grandes boîtes. En fait, c'est des lobbies, c'est associatifs qui recueillent en son sein des milliers à la fois de participants. C'est des gens qui croient à la technologie, et puis aussi des centaines d'entrepreneurs qui veulent être représentés et qui veulent pousser leurs problématiques. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est jamais un exercice facile, mais avec le recul, quel regard tu portes sur ton travail de parlementaire dans le domaine de la crypto? J'aime le fond du sujet. J'aime la technologie. J'aime l'innovation en général, j'aime la promesse qui est derrière cette technologie. Je ne suis pas un libertarien, mais pour autant, je pense qu'on peut faire plein de choses avec cette technologie qui servent l'intérêt général. Et donc, je crois profondément dans la blockchain. Donc, je suis content quand j'aide à ce que finalement, l'objectif initial, c'est que la technologie se développe et puis qu'il y a des gens qui réussissent et puis que ça serve aussi le marché du travail en France, etc. Donc ça, c'est ma satisfaction. Après, force est de constater que on n'est pas suffisamment rapide, qu'on aurait déjà dû ouvrir le dossier de la finance décentralisée, qu'on aurait déjà dû ouvrir la question des STO, que on devrait accélérer sur la question du stablecoin, on devrait avoir une politique monétaire avec nos banques commerciales, en tout cas une discussion avec nos banques commerciales qui soit déjà plus avancée sur que doit revêtir ce stablecoin européen, qu'on réfléchisse finalement aussi peut-être à la modification de notre système monétaire à travers cette technologie. Alors, on n'en a pas trop parlé indirectement, mais moi, je suis persuadé que de toute façon, cette technologie, et pas simplement le Bitcoin comme galion des cryptoactifs, mais cette technologie en général aura sa place lors de la prochaine crise, quelle qu'elle soit. C'est une technologie qui promet et qui fait la promotion aussi de la confiance, de la transparence,
Je ne dis pas on est dans un monde qui n'est absolument pas transparent, mais en tout cas, il y a un désir des individus, des Français en général et même du monde occidental, d'avoir plus de transparence dans le fonctionnement à la fois de ces institutions, mais aussi globalement de ces systèmes bancaires, monétaires, etc. Et donc, je pense qu'à travers les prochaines crises, il y aura des opportunités, pas simplement économiques, hein, mais des opportunités pour cette technologie, pour s'immiscer finalement dans le changement de paradigme. La blockchain qui débarque en politique alors. Mais la blockchain en politique, tu vois, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire en 2017 si on avait pu financer la campagne d'Emmanuel Macron en faisant une ICO et vous auriez détenu un token qui aurait ouvert des droits avec. Mais franchement, je plaisante pas. Tout comme je pense que de toute façon, la blockchain peut permettre aussi, enfin les ICO peuvent permettre de financer aussi des services publics avec des droits associés, que ça peut permettre eh bien de rendre aussi un peu plus tangibles les droits et les obligations de nos concitoyens à l'égard de la chose publique, que la blockchain et les smart contracts peuvent permettre de collecter l'impôt de manière beaucoup plus efficace et dirais-je quasiment indolore dans la mesure où il est prélevé totalement à la source pour la TVA, etc. Bon, il y a plein d'opportunités qui sont permises par la blockchain. On verra comment la technologie en tant que telle et toutes les limites qui sont inhérentes à la techno se transforment. Je regarde avec intérêt ce qu'est en train de faire Ethereum, etc. Parce que je pense qu'il y a derrière ça aussi la promesse techno que le dispositif soit plus véloce, soit plus efficace et moins énergivore. Et donc, c'est une bonne chose de voir les protocoles évoluer et la technologie évoluer. Mais je suis surtout comment dirais-je, je pousse beaucoup pour que la personne publique aussi s'en saisisse elle-même, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la sphère publique avec. C'est intéressant. Et si jamais le politique ne respecte pas ses engagements, qu'est-ce qui se passe? Il rembourse la campagne? Je sais pas, c'est vrai la question de l'obligation de moyens, l'obligation de résultats. Bah, en tout cas, ce que je pense, c'est que en effet, la blockchain à tous les étages, même par exemple dans le vote, peut permettre peut permettre la confiance là où on est dans une société qui en manque cruellement, à la fois de confiance en elle-même, mais aussi de confiance enfin, dans les autres et dans ses institutions. Donc je pense que c'est une bonne chose. Tu parlais tout à l'heure de la DeFi. Qu'est-ce qui fait que dans le milieu des nouvelles technologies, et plus globalement pour chaque avancée, le régulateur est toujours en retard? Est-ce qu'ils savent que la DeFi existe, par exemple, mais ils ne souhaitent pas la réguler pour le moment? Ou est-ce qu'ils ignorent purement et simplement son existence? Non, tu sais, paradoxalement, à la fois les administrations, etc., sont assez pointues sur le sujet. Moi, je serais pas de ceux, autant je pense il y a des blocages, parfois il y a des lenteurs, mais je ne serais pas de ceux qui considèrent que les interlocuteurs que j'ai eus dans l'administration n'étaient pas des interlocuteurs de qualité. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'AMF. Il y a des gens qui sont extrêmement pointus sur le sujet, sur le volet technique, sur le volet juridique, même sur le dispositif dans son ensemble, et qui comprennent très bien quelles sont les problématiques. Sur Adify, moi, je pense que le problème, il est autre part. Il est autre part. Déjà, il y a un problème de volume, c'est-à-dire que bon, pour légiférer, il faut que le sujet soit en fait au milieu de la table et qu'il ait pris de l'ampleur. C'est peut-être triste parce que je pense qu'on aurait intérêt à accélérer en la matière et à être précurseur, même si je pense que sur les questions technologiques, il faut toujours légiférer un peu a posteriori parce qu'il faut laisser la technologie emprunter les chemins qu'elle souhaite et pas trop réguler. Parce que si j'ai pas, par exemple, utilisé le mot crypto-monnaie, c'est parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les ressorts finalement des cryptoactifs et quelles sont les utilisations et les usages des cryptoactifs. Il y en a une multitude et d'ailleurs, ils n'existaient pas tous en 2017. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas trop de normes non plus. Il faut de la norme au bon niveau. Il ne faut pas réinventer une usine à gaz à chaque fois qu'il y a une techno qui apparaît. Il faut essayer de voir si d'ailleurs le cadre existant se suffit à lui-même. Mais sur la question de DeFi, moi je pense qu'aujourd'hui, je pense que tu as des réflexes un petit peu conservateurs de la part de la finance traditionnelle qui, à mon avis, n'a pas intérêt à ce que la finance décentralisée soit mise en œuvre. Puis d'autre part, c'est une question aussi
pas de scalabilité, mais en tout cas d'échelle. Pour l'instant, aujourd'hui, l'échelle est faible. Mais tu vois, sur la question, par exemple, des STO, j'aurais bien aimé ouvrir le sujet dès 2017. Et j'ai senti beaucoup de réticence à ce que l'on ouvre la question des STO des STO en 2017. Pourquoi? Parce que je pense que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Sur l'e-euro, les interlocuteurs qu'on a eus jusque-là s'inquiétaient un peu de recul de la liberté que cela pourrait engendrer. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça et qu'est-ce que ça m'apporterait à moi en tant qu'Européen d'utiliser cet euro digital? Alors, sur la perte de liberté, moi je pense qu'il faut. Enfin, je veux dire, on est tous épris de liberté. D'ailleurs, c'est pas très politiquement correct actuellement de dire ça, mais j'étais pas très favorable à Stop Covid. Je suis pas très favorable à tous ces dispositifs qui collectent de la donnée sur de l'individu, qui permettent de géolocaliser, de tracer. Alors, force est de constater aujourd'hui qu'avec notre système monétaire classique, à part si vous êtes un ermite et que vous dépensez que du cash, globalement, vous êtes quand même plutôt traçable et tracé. Bon, en l'occurrence, c'est comme tout, la technologie, il faudra il y ait des garde-fous. Et les garde-fous, ils doivent permettre à la fois à la personne publique de pouvoir assurer la sécurité de ses concitoyens sans pour autant qu'on ait Big Brother au-dessus de nous. Et donc, la vraie question, c'est pas faire un euro pour fliquer les gens. Au contraire, je pense que dans le dispositif tel qu'il devra être pensé, notamment s'il est centralisé, bon, mais il faudra qu'il y ait des garanties pour simplement que la vie privée, les informations individuelles, que ce soit pour les personnes publiques ou privées, soient respectées. Donc ça, je pense qu'il y aura tous les débats nécessaires. Il faut pas trop s'en inquiéter outre mesure. Il faut être vigilant, mais il ne faut pas trop s'en inquiéter. Ensuite, je pense que la question de l'utilité, je disais, c'est déjà une utilité économique vis-à-vis des nouveaux services et des nouveaux ensembles qui sont permis par la blockchain et les cryptoactifs. Il faut pouvoir faire un pont entre le fiat et les cryptoactifs de manière beaucoup plus facilement. Ensuite, il y a la question des usages. Aujourd'hui, la promesse aussi des smart contracts permet quand même de rendre des services à nos concitoyens et de plugger aussi des services tiers privés sur des jetons qui seront des jetons publics, dirais-je. Et puis, il y a la question aussi de la souveraineté. C'est les trois gros points, de mon point de vue. La souveraineté qui est un point extrêmement important, parce que tout comme sur la question des GAFA, des réseaux sociaux et de l'Internet, qui est plutôt dominé par des extra-européens, dirais-je, eh bien, il faut aussi qu'on garde notre souveraineté, parce que moi, je ne souhaite pas que la France soit le musée du monde et qu'on soit très content d'aller chercher des sacs Louis Vuitton à Paris, mais que pour autant, quand on va à Hong Kong ou ailleurs, eh bien, on se rend compte que l'innovation, elle ne se fait plus dans l'espace national. Je vais te poser une question qui est en rapport direct avec la thématique de ce podcast. J'ai un peu de Bitcoin, j'ai un peu peur de la situation économique pour reprendre un petit peu la narration du podcast avec Anis Lagenef et du coup j'ai envie d'en racheter encore un peu plus. Est-ce qu'on est assuré que demain en France, avec l'arrivée de l'e-euro notamment, on ne va pas interdire le Bitcoin en le taxant énormément, en m'empêchant de l'échanger contre du fiat ou en fermant les plateformes d'échange par exemple? Moi, je veux bien celui qui vous promet ça ou qui vous menace de ça et soit un menteur, soit un affabulateur, soit quelqu'un qui n'a jamais compris ce qu'était finalement le Bitcoin. Ce qui fait à la fois la force du Bitcoin, et on l'a vu depuis maintenant 10 ans, ce qui fait aussi son intérêt pour les places institutionnelles qui massivement investissent dans le Bitcoin, c'est le fait que il est à la fois sécurisé. Personne n'a hacké le réseau Bitcoin. C'est bien la preuve que aujourd'hui, c'est une technologie qui montre parfois ses limites dans le temps de transaction, dans le coût en énergie que ça incombe, mais globalement, c'est une technologie qui est très sécurisée. Donc, personne ne pourra vous empêcher finalement de trader vos bitcoins si c'est par le biais de DeFi ou tout simplement de les conserver chez vous. Après, il faudrait interdire toutes les places de marché pour que il y ait plus de possibilité de vendre son bitcoin contre du fiat. Et après, on verrait, mais globalement, je vois pas aujourd'hui à l'échelle mondiale
une interdiction formelle du Bitcoin, pour moi, ça me paraît totalement impossible et impensable. Pour conclure, en prémisse de ce qui pourrait s'annoncer être un bull run, on voit beaucoup passer sur les forums et autres channels spécialisés crypto, beaucoup de blagues concernant le changement de nationalité pour essayer de ne pas payer la flat tax de 30% sur les plus-values crypto, et même parfois quelques astuces en utilisant les services de la DeFi pour essayer de passer sous les radars. Alors on l'a vu, toi qui es en partie responsable de la loi Pacte et donc de la fiscalité qui entoure l'univers des cryptos, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui essaye de ne pas passer à la caisse ? Attention, il y a TrackFin. Non, déjà TrackFin, alors à moins que je dise une bêtise, hein, mais je ne crois pas que TrackFin, en tout cas pas son activité principale, c'est pas de lutter contre les fraudeurs fiscaux. Alors, je crois qu'il y a de la fraude fiscale, mais c'est quand c'est plutôt massif et que c'est souvent tourné vers l'étranger. Alors peut-être qu'ils font aussi particulier, mais enfin c'est pas parce que vous avez 300 € que vous êtes menacé par TrackFin. Après. Moi, je regardais les conditions. C'est vrai que les conditions ont été éclaircies. Il y a d'ailleurs quelques vidéos sur la question qui ont été faites, notamment par Asher, qui sont très bien faites sur la question de la fiscalité. Je ne sais pas si vous en avez fait. Moi, j'incite tout le monde à déclarer ses cryptoactifs. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut toujours prouver sa bonne foi au fisc, et c'est une bonne chose. Après. Bon, quand on parle de sommes qui sont des sommes dérisoires, voilà, vous prenez vos risques, mais c'est vrai que les risques, à mon avis, ne valent pas le jeu. Après, sur la question du bull run, je me garderais bien de pronostiquer si le bull run va continuer. En tout cas, c'est sûr que de toute façon, c'est une technologie d'avenir, donc tous les actifs qui sont indexés sur cette technologie, à mon avis, prendront de la valeur dans les prochaines années. Merci beaucoup Pierre d'avoir répondu à toutes nos questions concernant la régulation. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain podcast, nous synthétiserons toutes ces nouveautés et questionnerons la vision du journaliste de l'Express Raphaël Bloch sur cette thématique, lui qui est spécialisé dans les cryptos et la blockchain dans son média. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.